Et puis tu as parlé quand même d'un certain nombre de gens qui ont été des humoristes à travers les siècles. D'ailleurs, tu parles très peu des humoristes actuels, en fait. Tu cites Coluche et Desproges à un moment donné, mais c'est tout. Les humoristes qu'on connaît, ceux qu'on entend sur la chanson, n'y sont pas. Par contre, les humoristes qui s'appellent Rabelais, les humoristes qui s'appellent Groucho Marx, par exemple, sont là. Et heureusement qu'ils sont là. Sacha Guitry. C'est surtout Rabelais qui m'a impressionné au fur et à mesure que j'écrivais le livre. Parce que chaque fois on fait sa doc, tu connais ça aussi, et on est impressionné par la doc. Et là, sur Rabelais, j'ai découvert un personnage fabuleux. D'abord, le type est médecin, on l'oublie souvent, c'est un grand scientifique qui a déterré les morts pour essayer de faire de la physiologie organique au risque de sa vie. Parce qu'à l'époque, je le précise, l'Église interdisait la dissection. C'est-à-dire qu'on disséquait à ses risques et périls. Ceux qui étaient capables de le faire, c'était par exemple les chirurgiens de champ de bataille, parce que là, il n'y avait pas le choix, puis en plus, il n'y avait pas de prêtre pour surveiller ce qu'ils faisaient. Mais c'était très très difficile. Et on avait encore des visions de l'anatomie qui remontaient aux Grecs et aux dissections de chèvres. C'est-à-dire que les dames, par exemple, avaient un utérus bifide, comme les chèvres, parce qu'on n'en avait jamais disséqué une. Ah oui, absolument. Et Rabelais, qui était curé, marié, deux gosses, soulard, fêtard, écrivain de chansons, poète, directeur de bande, et en même temps, il s'est retrouvé à faire de la science, toutes les formes de science, qui parlait 7 langues, donc c'est-à-dire quand même à l'époque ils étaient bolides. Hein. Et c'est lui qui a inventé les contrepèteries, le principe des contrepèteries. C'est lui qui a inventé un mot que je cite aussi dans le livre, qui est très peu connu, c'est, d'ailleurs tellement peu connu que je l'ai oublié, âge élastique. Âge élastique, quelqu'un d'âge élastique, c'est quelqu'un qui ne peut pas rire. Il y a quelques personnes, c'est une maladie réelle, quelques personnes qui souffraient de ça. Je les cite dans le livre, il y a notamment Newton, qui, à ce qui paraît, n'a ri qu'une fois, oui. N'a ri qu'une fois, et c'était pour quand on lui a dit vous n'avez pas lu le roman de je ne sais plus quel auteur. Non, c'était les Principia, c'était voilà. Les livres Principia. Je l'ai mis quand je ne me rappelle plus. C'est ça, c'est les Principia. Oui, et c'était lui qui les avait écrits, et donc il a éclaté de rire à ce moment-là. Et c'était un rire nerveux. Et c'était pour moi un rire douloureux. Et ça ne veut pas dire que les gens qui ne rient pas sont forcément antipathiques, mais par exemple, Jonathan Swift était aussi considéré comme un type qui rigolait jamais, qui tirait tout le temps la gueule. Mais il y en a qui étaient aussi en plus aigris, enfin, peu importe. Toujours dit que le mot âge élastique a été trouvé par Rabelais, et Rabelais avait un énorme succès populaire, mais ce qu'il écrivait était tellement scato, sexo, audacieux, irrévérencieux, qu'il a pris un pseudo, et il avait contre lui toute l'intelligentsia parisienne, et il s'est battu jusqu'au bout, et finalement il a court-circuité le système en faisant copain avec le roi, et là il a pu enfin publier sous son nom de François Rabelais et être connu. Mais sinon, s'il n'avait pas magouillé, on n'aurait jamais entendu parler de lui de nos jours. Mais Rabelais me semble un personnage central de l'humour mondial, et quelqu'un qui a fait énormément évoluer l'humour, précisément parce qu'il venait de la science. Et j'ai envie de le mettre en presque, je sais pas, sur le coup je pensais à Boris Vian, c'est-à-dire des gens qui viennent de la science et qui tout d'un coup s'avèrent dans l'art extrêmement riche, parce que ce qu'ils produisent en art est nourri par une connaissance scientifique. Et il y a aussi mon ami Dunia qui s'y présente, qui est un vrai scientifique, qui fait la science-fiction. Je voudrais dire une petite parenthèse, c'est que souvent c'est les auteurs américains qui sont des scientifiques qui font la science-fiction, et qu'on a une particularité en France, la plupart des auteurs de science-fiction sont souvent des gens qui viennent de la littérature vers la science, au lieu que ce soit de la science vers la littérature, et que ça change quand même des choses. Enfin, c'est heureusement en train d'évoluer grâce à ça. Et puis il y a aussi, chez les gens qui écrivent de la science-fiction, il y a une espèce de curiosité, et les curiosités c'est toujours bon. C'est avec la curiosité qu'on écrit de la science-fiction aussi quand même. Moi je me rappelle quand je lisais Asimov, j'apprenais quand même énormément de choses, et après j'allais vérifier dans une encyclopédie, et je me disais, attends, Asimov il nous présente d'une manière ludique des notions un peu abstraites, et au final il fait de la vulgarisation scientifique fabuleuse. Mais Herbert aussi, même Philippe Cadic. Moi j'ai découvert la psychiatrie et la psychologie par la science-fiction, par des gens qui savaient en parler, notamment Philippe Cadic. Mais toi justement dans ce livre-là, parce que pour t'en revenir sur cette histoire-là, tu reprends à ce moment-là l'humour, tu dis ok, on a un phénomène, le rire qui est le propre de l'homme, c'est ce que tu sais, Bergson. Quelque chose... Rabelais. Ah oui, car le rire, le propre de l'homme, c'est Rabelais, effectivement. Bergson, c'est le rire est un torrent d'esprit dans certains matières. Oui. Et donc, on a quelque chose qui est tout nouveau, que les gens, à la limite, font de façon totalement naturelle. On rigole tous, et puis après tout, ça fait partie de ce qu'on est. C'est quelque chose qui différencie l'homme de l'animal,
Et lui, il arrive en disant d'accord, mais pourquoi? Moi, ça, j'aime bien déjà la démarche de la personne qui dit pourquoi pour une chose tellement évidente que personne ne se pose la question. Et du coup, tu as fait tout le boulot de revenir en arrière en disant qu'est-ce qui est devenu le rire dans l'histoire? Quel a été le premier rire? Comment est-ce qu'on a commencé? Quelle est la façon dont le rire a évolué? Le second degré, c'est apparu quand? Le troisième degré, c'est apparu quand? Le rire ironique, c'est arrivé quand? Le rire critique, c'est arrivé quand? Et donc, tout un travail de construction en disant, ça a été fait à tel moment, et avec des petits exemples, avec des petites histoires, etc. Avec les Grecs, avec, comme tu dis, Rabelais, avec le 18e, le 19e, le 20e, avec la manière dont l'humour juif a fonctionné d'une certaine façon, avec le fait que les Français rient des cocus, que les Américains rient des blondes. Fellation, et donc, de s'apercevoir que le rire n'est pas du tout quelque chose de simple ni d'universel, c'est quelque chose qui est en ce temps et en ce lieu, qui nous caractérise et qui peut permettre de définir la civilisation. Et ton travail d'enquête est nourri de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, la seule personne qui a pu tuer, c'est parce qu'on est arrivé à cette vision du rire qui a été le déclenchement d'un acte de haine. Et ça, c'est une chose qui est forte, parce que tu pars d'un personnage qui meurt, qui est une espèce de héros national, qui est un Coluche, l'homme le plus aimé des Français, et à travers le livre, à la fois, tu le démolis pour le reconstruire, et à chaque fois, tu l'accompagnes de l'évolution de l'humour. C'est-à-dire que cette personne incarne tous les dangers et toutes les tentations de l'humour, y compris les évolutions qu'elles peuvent avoir. Y compris cette chose qui est extraordinaire, il y a une usine, littéralement, avec des gens qui épluchent tout, qui épluchent les livres, les films, les pièces de théâtre, les séries télé, les machins, les articles journaux, pour extraire ce qui peut être drôle pour s'en resservir. Ça, c'est vraiment, c'est de la mine au sens mine à ciel ouvert du ménagerie, quoi. On détruit la montagne pour extraire les paillettes d'or. Parce que l'humour, les gags, c'est devenu une matière première et il y a des enjeux économiques. Certains gags sont payés très cher. Le premier qui a commencé à transformer les gags en produits politiques, c'est Reagan, qui démarrait tout le temps ses conférences avec des blagues. Et du coup, tous les autres politiciens sont mis à suivre. C'est-à-dire, si vous démarrez un discours politicien, a fortiori un discours même guerrier, par une bonne petite blague, tout de suite, tout le monde est détendu et est favorable. Et Reagan, s'étant aperçu de ça, a utilisé donc des comiques et des gagmen pour démarrer ses discours. Et après, ça a été repris.